Bonjour à tous, il est 18h, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 1er juillet 2019 et voici le programme du soir. Nous parlerons d'abord sport de plein air et protection de la nature avec Guillaume Bouvet du cluster Outdoor Sport Vallée. Nous resterons dans la thématique du sport outdoor avec Guillaume Desmurs qui nous parlera de son nouveau site de podcast. Et enfin, nous rencontrerons deux jeunes pilotes qui s'apprêtent à parcourir l'Europe au volant de leur 205 nommé Guitou. Mais avant d'accueillir ces invités, je reçois Seb pour les titres du journal. Salut Seb. Salut Victoria. Dans le journal tout à l'heure, on parle des hôpitaux du Léman. Oui, 30 millions d'euros, c'est la somme totale qui a été versée, qui sera versée à part égale par l'ARS, l'Agence régionale de santé, d'un côté, et le groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc de l'autre, pour la restructuration, la réhabilitation des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains. Jean-Paul Crespi nous présentera un petit peu les grandes lignes de ce chantier. Et puis une exposition du côté du musée Fort. Oui, Aix-les-Bains, un musée Fort, une exposition qui a commencé au mois de juin, qui se terminera en janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises. 22 tableaux de l'artiste haïtien Jasmin Joseph qui nous plonge au cœur de cette histoire qui s'appelle l'histoire du hibou. Seb, tu restes avec moi pour notre revue de presse. D'abord, il n'y a pas d'âge pour se dépasser. Oui, une performance remarquable que l'on souhaitait mettre en avant alors que le marathon du Mont Blanc s'est couru ce week-end. L'ultramarin a eu lieu toujours ce week-end en Bretagne, dans le Morbihan. Et un des participants a retenu mon attention, il s'appelle Gérard Gailleton, que vous voyez à l'écran. Il a 81 ans, il a bouclé les 177 km de l'épreuve Vraine de cet ultra-trail marin en 40 heures et 36 minutes. Pour avoir un ordre d'idée, 177 km, ça représente tout simplement l'équivalent de 4 marathons. Plus de la moitié des 1200 athlètes inscrits ont abandonné. Pas notre Gérard Gailleton, qui est arrivé plus de 20 heures après le grand gagnant, Philippe Chamel. Donc félicitations à monsieur Gailleton. Effectivement. Une fois n'est pas coutume, Seb, ce lundi, c'est moi qui reprends la présentation parce que l'actualité sportive se calme un petit peu, mais on parle encore de sport. Oui, avec la là aussi très belle performance des Black Panthers de Thonon-les-Bains. On a eu l'occasion d'en parler tout au long de cette année sur Accès Direct, qui sont champions de France de football américain. Pour la troisième fois de leur histoire après 2013 et 2014, les Hauts-Savoyards ont battu en finale ce samedi à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône sur le score de 24-7. Le casque de diamant, c'est donc le nom qu'on donne à ce trophée. Et donc de retour à Thonon-les-Bains, menés 7-0, les Black Panthers ont parfaitement réagi en inscrivant 24 points. Les hommes du président Benoît Sirouet réalisent donc la saison parfaite avec 12 victoires en 12 matchs. Ils seront reçus par monsieur le maire ce mercredi. Bravo à eux. Bravo à eux. On parle de billard avec toi. Oui, on passe à un autre sport. Cette fois, on parle de levée de coude. Tu sais peut-être, Seb, le Hellfest Festival avait lieu du 20 au 23 juin dernier à Clisson, en Loire-Atlantique. Un grand rendez-vous pour les amateurs de musique extrême. C'est un peu loin de chez nous, mais ce record méritait quand même d'être souligné. Évidemment, le Hellfest a battu son propre record de bière vendue lors de son édition 2019, donc l'édition de cette année, avec pas moins de 880 000 pintes de bière vendues. Elle efface ainsi, cette édition efface le record de l'année dernière qui était déjà assez honorable avec 800 000 pintes écoulées environ. Sachant qu'il y avait 60 000 festivaliers par jour. Cette année, cela fait à peu près 14 pintes par spectateur réparties sur les 4 jours. Il y avait un petit jour bonus. Le vin a lui aussi attiré la convoitise pour ce que l'on dénombre pas moins de 18 400 litres de vin au bar vendus. Parmi eux, c'est le Muscadet qui a été plébiscité avec 12 300 litres au compteur, alors qu'en 2018, la consommation totale de vin avait flirté avec les 17 000 litres. C'est une info à retrouver sur Combini. Puis l'été, ces petites contrariétés ont bel et bien débuté. Oui, la chaleur qui cause des tensions. Avec cet épisode de canicule, on s'est bien sûr tous précipités vers les points d'eau. C'était le cas notamment au lac d'Aiguebelette ce dimanche. Et en début d'après-midi, toutes les plages, tous les parkings qui le desservent ont rapidement été saturés. Certains visiteurs ont même dû être refusés à l'entrée des plages par le personnel de sécurité. La capacité maximum de ces plages avait été atteinte. Cette situation a bien sûr échauffé un petit peu les esprits, déjà bien éprouvés par cette chaleur. Et face à la tension qui montait entre les différents usagers des parkings, des plages, les gendarmes qui tiennent donc le poste avancé du lac ont dû appeler des renforts, des gendarmes de Chambéry, de Pont-de-Beauvoisin
et même des hommes du peloton autoroutier de Nantes sont venus leur prêter main forte. À noter que malgré les messages sur les panneaux d'autoroute qui incitaient les usagers à ne pas sortir au lac d'Aiguebelette, eh bien les voitures ont continué de s'empiler près du péage. Il a donc fallu fermer la sortie d'autoroute une partie de l'après-midi. Sympa les vacances. Oui, alors la canicule, elle semble, s'éloigner tout doucement. Elle devrait laisser place à des orages, donc on reste évidemment vigilant. Merci Seb, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres et j'accueille tout de suite le premier invité du soir, Guillaume Bouvet. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Je vous en prie, installez-vous sur votre beau canapé bleu. Bonjour. Vous êtes coordinateur du pôle création et développement chez Outdoor Sport Valley, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Globalement, je coordonne une équipe qui travaille sur tous les sujets liés à l'entrepreneuriat, l'innovation et au développement durable. Pour petit rappel, ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est Outdoor Sport Valley, qu'est-ce que c'est? Alors, Outdoor Sports Valley, c'est un cluster d'entreprises. On a le label depuis l'année dernière qui représente à peu près 460 entreprises de la filière du sport outdoor, donc tous les sports de pleine nature. Pour vous donner une idée, les entreprises qui sont adhérentes chez nous, c'est les Salomon, les Millet, les Patagonia, les Petzl, etc. Et en fait, l'association elle est là pour œuvrer au développement économique de ces entreprises, les aider avec des actions concrètes dans le développement de leur activité. Développement de l'activité, mais aussi développement durable. Ce soir, vous êtes venu nous présenter Act for the Outdoors. Tout à fait. En quoi consiste cette démarche? Alors Act for the Outdoors, c'est une initiative qui est née l'année dernière, mais qui concrétise un projet qui date déjà depuis le début d'OSV, où les chefs d'entreprise voulaient mettre en place une action concrète pour la préservation de l'environnement et du terrain de jeu. Donc on a créé en 2018 un collectif d'entreprises et de citoyens qui a pour mission vraiment de protéger les espaces naturels et de développer une pratique durable des sports outdoor, des sports de pleine nature. Voilà. Vous l'avez dit, il y a à la fois des citoyens et des entreprises. Comment on peut participer si on est soit un individu lambda, soit une entreprise? Comment on peut rejoindre ce mouvement? Alors c'est très simple. Donc il y a un site internet qui s'appelle actfortheoutdoors.org. En un mot, qui présente les 5 projets qu'on a sélectionnés cette année, 5 projets portés par des associations existantes. Je pourrais vous donner les détails ensuite. Et sur cette page, vous pouvez simplement choisir le projet que vous voulez soutenir et faire un don directement, qui sera déductible aussi de vos impôts. Vous l'avez dit, 5 projets. En quelques mots, quels sont ces projets? Donc on a un projet soutenu par la FNE qui a développé une application Sentinelle de la nature qui permet à tout le monde qui se balade dans la nature de répertorier s'il y a eu des déchets qui ont été entreposés de manière illégale. On a la Surfriders Foundation qui fait des études, des prélèvements sur l'impact des microplastiques dans les rivières. On a Mountain Riders qui met en place des formations pour l'entretien des sentiers pour le VTT. Mountain Riders, on a parlé de Mountain Bikers. Mountain Riders qui là fait une mission pour emmener des enfants dans la nature, des chambériens pour le coup. Et Mountain Wilderness qui est là pour enlever tout ce qui est équipement obsolète de stations qui polluent un peu la nature une fois qu'elles ne sont plus utilisées. Comment vous les avez sélectionnés, ces projets? On imagine qu'il y a plein, ou en tout cas de plus en plus d'initiatives. Comment vous avez fait ce choix de soutenir 5 projets, de mettre en lumière 5 projets? Alors on fait un appel à candidature chaque année, un dossier à compléter qui est soutenu devant un jury où on essaye d'avoir différents acteurs de la filière du sport outdoor qui sont représentés, des anciens mécènes, donc des entreprises du sport outdoor qui ont donné l'année dernière, des sportifs ou des gens qui représentent la pratique et également des gens qui sont impliqués dans tout ce qui est associatif autour de la préservation de l'environnement. Justement, avec quelles associations vous travaillez? Est-ce que vous travaillez avec des acteurs locaux, le milieu associatif local? Les entreprises que l'on soutient sont pour certaines des associations locales. Après, on a un partenariat avec la Banque Populaire qui nous a aidé à mettre en place ce fonds et le cluster montagne qui est un cluster qui est sur l'aménagement de la montagne qui également soutient cette initiative.
Juste après vous, on va recevoir un invité qui réalise des podcasts sur l'outdoor et le sujet de l'un de ces podcasts, c'est business de l'outdoor et développement durable sont-ils compatibles? Alors du coup, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est compatible? En tout cas, les entreprises de l'outdoor en font un sujet de préoccupation principale. Et si c'est ce genre d'entreprise qui par elle-même lance des actions comme Act for the Outdoors, c'est bien qu'elles sont sensibilisées au sujet. Certaines n'avaient pas entendu ça pour le faire, mais ça donne plus d'ampleur à ces actions. Et si on regarde aussi toutes les innovations, produits qui peuvent être créés récemment, il y en a beaucoup qui sont aussi dans la mesure de la production de produits qui ont un impact moindre sur l'environnement. Donc clairement, c'est une préoccupation pour les entreprises de ce milieu. Et vous, en tant qu'acteur de l'outdoor, est-ce que vous mesurez l'évolution des pratiques, des mentalités et surtout, est-ce que, selon vous, ça peut changer les choses? Si on a mis ce plan en place, c'est qu'on pense qu'il y a des associations qui font ce boulot très bien, peut-être mieux que nous, où on n'est pas forcément dans ce cœur de mission à la base. Se dire, quel est notre rôle, c'est de supporter ce type d'initiative en créant ce lien et en aidant à collecter de l'argent. On avait collecté 50 000 euros. Cette année, on espère collecter 60 000 euros. Il nous reste encore 15 jours pour le faire, donc on compte sur toutes les bonnes âmes pour le faire. Et donc oui, s'il y a des initiatives en place et des volontés, clairement, on peut changer les choses. Ouais. Comment on fait là tout de suite si on veut vous retrouver? Vous l'avez dit, encore 15 jours pour participer, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. Donc clairement, c'est aller sur le site, sélectionner le projet qui vous parle le plus. Le don peut se faire directement sur le site jusqu'à des montants de 1 000 euros. Il y a donc une déduction fiscale qui est à prendre en compte pour les particuliers qui est à hauteur de 66% et pour une entreprise à hauteur de 60%. Ne pas hésiter sinon à prendre contact avec OSV en allant sur notre site à outdoorsportsvalley.org ou sur le site de ACT, donc actfortheoutdoors.org. Vous trouverez toutes les informations pour soutenir la démarche et vraiment on compte sur vous pour aller chercher les derniers milliers d'euros pour clôturer cette campagne. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup Guillaume Bouvet d'être venu nous voir sur le plateau d'Accès Direct. On souhaite un bel été à Outdoor Sport Valley. À bientôt. Vous aussi. Au revoir. On va poursuivre, je vous laisse regagner la régie, on va poursuivre sur le thème de l'outdoor avec cette fois du sport de plein air dans nos oreilles. C'est l'idée de Guillaume Desmures. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes spécialiste, on peut le dire, des sports outdoor. Vous étiez rédacteur en chef du Moka Sport. Vous animez aussi un blog sur le ski de randonnée. Vous êtes un peu partout finalement et votre dernier bébé, c'est ce site de podcast sur la thématique de l'outdoor, Outdoor Podcast tout simplement. Avant tout, pour ceux qui ne sont peut-être pas hyper connectés, est-ce qu'on peut rappeler le principe du podcast? Alors le principe du podcast, c'est de la radio quand vous voulez, où vous voulez. Donc grâce au smartphone, vous pouvez écouter votre émission qui a été d'abord diffusée à la radio ou qui a été produite spécialement pour le podcast. Vous l'écoutez au moment où vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez l'arrêter, l'écouter en plusieurs fois et l'écouter notamment pendant les déplacements en voiture. Donc c'est un format qui a vraiment explosé en 2014 aux États-Unis et qui connaît une croissance continue depuis et qui explose réellement en Europe avec le développement aussi de la bande passante qui permet une meilleure transmission. C'est vraiment en train d'exploser. On a des chiffres assez étonnants de croissance. Et un site de podcast sur l'outdoor, ça n'existait pas encore? Alors, il existe beaucoup de podcasts sur beaucoup de sujets. D'ailleurs, le podcast, c'est le média parfait pour des sujets de niche ou des sujets de communauté très précis. Il existe des podcasts sur l'outdoor, mais il n'existait pas encore de podcasts qui s'intéressent à des tendances de l'outdoor avec un point de vue d'experts. Ce n'est pas seulement des récits d'expédition comme il en existe ou des interviews d'athlètes. Là, c'est vraiment une tendance de l'outdoor qu'on essaie de décrypter avec un regard de journaliste et de reporter en allant sur le terrain et d'expliquer en moins de 15 minutes, ce qu'on considère être à peu près le temps moyen que vous mettez entre chez vous et votre travail, pour décrypter, décoder une tendance de l'outdoor.
Pourquoi avoir choisi cette forme pour raconter des sports? Alors, vous le dites, c'est des tendances, des sujets de fond finalement, mais c'est plutôt un thème qu'on a l'habitude de voir en images, des images assez impressionnantes. Pourquoi avoir choisi ce format de l'audio finalement? Alors, mon métier, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Et raconter des histoires, on peut le faire en texte, dans un magazine, on peut le faire en texte en écrivant, on peut le faire en vidéo, on peut le faire en photo, et on peut le faire aussi en audio. Et je trouve que le podcast redonne de la valeur à la puissance et à l'émotion du son. Le son, et la radio en particulier, sont beaucoup plus efficaces, il me semble, pour transmettre de l'émotion. Je trouve bien plus fort une émission radio, par exemple, qu'un film. Et donc cette puissance du son qui est remise au goût du jour avec le podcast m'a intéressé. Et puis ce format qui est très souple, on peut faire des podcasts de 3 minutes, 15 minutes, 45, 1 heure. On peut en faire autant qu'on veut, un tous les jours, un toutes les semaines, un tous les mois. Cette souplesse du format m'a intéressé et j'ai voulu comprendre et essayer de raconter ces histoires-là sous forme sonore uniquement. Alors, on ne va pas pouvoir écouter 1 heure, mais par contre, on voulait faire un petit peu profiter, donner un aperçu de ce que peut donner ce genre de podcast. On va donc écouter un extrait de l'un de vos podcasts qu'on peut retrouver sur votre site internet. On l'écoute tout de suite, si tout fonctionne. Pourtant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le business de l'outdoor est fondamentalement compatible avec le développement durable? On ne peut pas dire fondamentalement oui. Le modèle économique de l'industrie outdoor tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est pas compatible, clairement. En théorie, oui. Dans la pratique, je vais dire pas vraiment. On est un peu en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Alors là, on entend plein d'intervenants finalement qui participent à vos podcasts. Alors, ce sont des spécialistes que je choisis avec l'équipe. C'est toute une équipe pour faire un podcast, ça peut paraître simple, mais entre une chef de projet, un graphiste, il faut mettre en ligne tout ça et puis il faut ensuite enregistrer la voix et faire le mixage en studio, donc ça demande quand même une équipe de professionnels. Je choisis des experts qui vont me permettre de raconter l'histoire. Donc dans ce cas-là, sur la question que vous avez posée à l'invité précédent, à Guillaume, est-ce que le business de l'outdoor est compatible avec le développement durable? J'ai choisi de faire parler 2 spécialistes de ces questions de développement durable, et plus spécifiquement qui travaillent dans l'outdoor, de faire parler une athlète, Liv Sansoz, qui est très sensible à ces questions-là et qui milite pour ça et qui en parle souvent. Et puis de faire parler Fabrice qui a créé, d'ailleurs en partenariat avec l'OSV, un centre de réparation des vêtements. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut retirer du dernier podcast sur cette question-là. Si on veut protéger l'environnement, c'est vrai que la façon la plus efficace, la plus rapide et la plus concrète, c'est de faire durer son matériel, c'est-à-dire de réparer sa veste quand il y a un accroc, quand il y a un zip qui est déchiré. Et Fabrice, justement, a cet atelier à Servoz, pas loin de Chamonix. Donc, ça me permet aussi d'aller voir ces gens-là. On se déplace, d'où les qualités un peu variables de son, parce qu'on est sur le terrain, on fait parler les gens, ils me montrent ces machines à coudre. Voilà, donc j'essaye d'emmener aussi, grâce au son, et ça change un peu des vidéos qu'on a sur Internet, on est un peu submergé d'images. Prenons le temps de rentrer, en utilisant notre imagination aussi, de rentrer dans cet univers qui est purement sonore. Je crois que vous avez un peu répondu à ma question suivante, mais sur votre site, on peut lire que vous vous donnez pour mission, je cite, de donner du sens au bruit ambiant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, alors ça, c'est une formule pour faire le malin avec 2-3 mots qui vont bien. Non, le bruit ambiant, c'est Internet et c'est les médias en général. C'est-à-dire que on est aujourd'hui submergé d'informations qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins pertinentes, plus ou moins gratuites, plus ou moins bien fabriquées, parce qu'une information, elle se fabrique. Une donnée, elle est là, mais une information, ce sont des données qu'on analyse, qu'on travaille et ensuite qu'on présente. Donc c'est le travail du journaliste, vous le savez aussi bien que moi. Donc une information, elle se travaille. Et dans le bruit ambiant, mon rôle de journaliste, c'est de filtrer, de regarder ce qui me paraît pertinent et surprenant parfois, et de le transmettre au lecteur. Donc il y a un gros travail d'editing, il y a un gros travail de recherche, de préparation des interviews avec tous ces gens-là. Donc donner du sens, c'est ça, c'est-à-dire filtrer et puis garder l'essentiel, le plus pertinent. En moins de 15 minutes, alors il se trouve que le dernier, il est un petit peu plus long parce que le sujet était complexe,
Mais voilà, en un quart d'heure, j'essaye, par exemple, sur le développement du ski de rando ou le boom des salles d'escalade en ville, qui est le thème du premier épisode, eh ben de donner du sens à ce bruit ambiant. Avant de partir, Guillaume Desmures, je voulais regarder avec vous et avec nos téléspectateurs des images du marathon du Mont Blanc qui s'est déroulé ce week-end avec l'Italien Davide Magnini, vainqueur de la Coupe du Monde Espoir de ski alpinisme cet hiver, qui a remporté les 42 km en 3h47. Il a ainsi amélioré le chrono établi par Kilian Jornet en 2018. Il l'améliore de 7 minutes. Il n'a que 21 ans. C'est un jeune à suivre de près. Peut-être une dernière question en profitant de ces belles images. Le trail, c'est une discipline qui est en vogue depuis maintenant quelques années. C'est réellement une pratique qui se développe avec des performances, des images incroyables, mais aussi parfois des images qui peuvent faire polémique. On a en tête les photos de ces embouteillages au sommet de l'Everest ou plus près de nous l'affluence pour la Maxi Race sur les sommets du lac d'Annecy. Quel est votre point de vue sur cette surfréquentation, si on peut utiliser ce mot, de la montagne ? Alors déjà, je mettrais la problématique de l'Everest un petit peu à côté. Par contre, sur la question du trail, ça rejoint votre news, votre info du début avec les gendarmes qui sont obligés de faire la police sur le lac d'Aiguebelette. On a la chance dans notre région d'avoir une Maxi Race. On a la chance d'avoir un Ultra Trail du Mont Blanc qui sont des courses, notamment l'UTMB, à rayonnement mondial, il ne faut pas l'oublier. Donc on a cette chance incroyable d'avoir ces courses qui attirent des gens du monde entier. Et puis, accessoirement, qui génèrent énormément de business pour la région et de médiatisation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après, ceux qui ne veulent pas participer à des courses de trail avec beaucoup de monde, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas et ils participent à des petites courses de trail. Et il y en a quasiment toute l'année dans le moindre village ou la moindre ville. Participer à ces courses-là qui sont moins prestigieuses, avec moins de monde. Venez avec des amis, faites vous-même votre propre histoire. Et voilà, si le monde vous dérange, ne venez pas à la Maxi Race et ne venez pas à l'Ultra Trail. En revanche, n'oublions pas que ces rassemblements de milliers de personnes génèrent aussi de l'énergie et de l'émotion collective qu'on peut peut-être facilement critiquer, mais je vous assure que dans cet univers de l'outdoor, à rassembler 5 à 10 000 personnes, si on ajoute les coureurs et les participants à l'UTMB pendant une semaine, c'est un tour de force et c'est une émotion extraordinaire. Si ça vous jette, ne venez pas cette semaine-là. N'allez pas nager dans le lac d'Aiguebelette un dimanche de canicule. Enfin, ça me paraît évident. Vous allez ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci Guillaume Desmures d'être venu nous voir. On vous souhaite aussi un bel été dans nos montagnes. À bientôt. Je vous invite à regagner la régie. Le temps pour moi d'accueillir les derniers invités du soir. Emma Huyssen et Alexis Laganaro. Bonsoir. Vous venez ce soir nous présenter l'Europe Raid auquel vous allez participer à bord de votre 205 qui répond au doux nom de Guitou. On va en reparler de ce nom, mais d'abord expliquez-nous en quoi consiste l'Europe Raid. Allez, vas-y. Alors l'Europe Raid, c'est un raid humanitaire de 10 000 km en 23 jours. L'objectif, c'est d'apporter des fournitures scolaires dans des écoles défavorisées des pays de l'Est. Donc on va apporter 70 kg par équipage. On est 280 équipages à partir, soit environ 19 tonnes apportées dans des écoles. Pourquoi vous, personnellement, vous avez décidé de participer à ce raid ? Alors au début, c'était mon idée. Je voulais faire le 4L Trophy, donc c'est un raid pareil, mais en 4L. Et là, on dessert le Maroc. Et puis voilà, après, Alexis m'a parlé de l'Europe Raid. Et là, j'ai dit, bon, on y va. Et c'est surtout ce qui nous a touchés, c'est qu'on ne pensait pas qu'il y avait autant de souffrance et de besoins dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc c'est pour ça qu'on va livrer toutes ces fournitures scolaires là-bas. Et comment vous avez formé votre équipe ? Est-ce que vous êtes étudiant ? Qu'est-ce que vous faites à côté en tout cas ? Oui, alors on est tous étudiants, donc on est 3 dans l'équipage. Moi je suis étudiante en événementiel, donc à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, et plus précisément sur le campus de Chambéry. Donc l'année prochaine je suis en master ingénierie de l'événementiel. De mon côté, je suis étudiant à l'IAE mais d'Annecy. Et je suis en master chargé d'études économiques et statistiques, donc c'est tout ce qui touche aux chiffres, pour résumer. Et en fait, la troisième personne, c'est un peu particulier. La troisième personne était Jeanne Lee de base, donc c'était une copine de Emma. Voilà, et qui, elle aussi, à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et puis, pour raison personnelle, elle a dû quitter l'aventure il y a un mois. Et donc, on a retrouvé tout à l'heure, on a vu l'image où il y avait la photo d'Hugo. Donc, Hugo qui a été aussi étudiant à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et maintenant, il est étudiant dans l'immobilier à l'IAE de Metz. Et donc, il participera à cette aventure avec vous. Voilà, c'est ça. C'était un copain commun. En fait.
Comment vous vous préparez déjà, c'est quand le grand départ? Alors, le grand départ, c'est le 27 juillet à La Roche-sur-Yon, donc à côté de La Rochelle. Sauf que nous, en fait, il y a les préparations mécaniques le 26 juillet, donc on va partir un petit peu avant, aux alentours du 24-25 juillet. Oui, c'est ça. Comment vous vous préparez? Comment vous avez préparé ce périple? Alors, c'est long. Ça fait 1 an qu'on le prépare. On a plusieurs aspects. Alors, on a l'aspect financier. On a l'aspect mécanique pour préparer toute la 205. Et après, l'aspect, tout ce qui est fourniture scolaire, en fait, toute la récolte qu'on va amener là-bas. Vous parlez de l'aspect financier. Qui est-ce qui vous soutient? Comment vous avez mobilisé Alors, des on a fonds? eu beaucoup d'entourage, mais voilà, on a démarché beaucoup d'entreprises. On a des sponsors, donc, comme j'ai dit, financiers. Donc, on a Zanon Charpente qui est à Chambéry. C'est un de nos plus gros sponsors. On a Jeanlin Automobile qui vient de nous rejoindre la semaine dernière. On a la SAT, on a RAS Intérim. Voilà, on a beaucoup d'entreprises. Et après, je vais te laisser parler un peu plus de la mécanique. Alors oui, on a justement la deuxième partie des partenaires, ils nous ont aidés mécaniquement. Donc on a le lycée du Chablais à Thonon qui nous a aidés à refaire la voiture. Donc ils ont fait tout ce qui était réparation. Ça leur a permis de travailler sur un projet en plus de leur projet habituel. Et on a aussi justement le garage Intus Auto qui nous a justement aidés à acheter ces pièces. Donc il nous a fourni des pièces. On a aussi des sponsors comme Champion et Fils qui est juste à côté du studio. Effectivement. Tout à fait. Et après, on a des sponsors qui nous ont aidés, mais pour des fournitures scolaires, notamment MAPED, notamment Pilote. Donc ça nous a aidés à récolter nos 70 kilos de matériel scolaire, justement. Vous parlez de la voiture, c'est un raid qui se fait uniquement en 205, en Peugeot 205? Pour les Français, Peugeot 205, mais on a aussi des Italiens qui peuvent partir en Fiat Uno. Mais bon, c'est une petite partie. Et pourquoi votre 205 s'appelle Guitou? C'est assez intriguant. C'est un peu fou, mais voilà, dans l'équipage, quand on avait Jeanne-Lie, c'était une petite expression qu'on avait entre nous. Quand on disait une bêtise, on disait Guy. Et en fait, il s'avère que c'était aussi le prénom de mon grand-père et son surnom, c'était Guitou. Donc voilà, ça vient de là. Et du coup, notre voiture, on l'a nommée Guitou. Et on n'a pas parlé du 4e acolyte, c'est la petite mascotte? Du coup, c'est ce qu'on disait, c'est Jeanne-Lie. C'est ça, c'est Jeanne-Lie. Alors, c'est une marmotte parce que la marmotte, c'est un peu le symbole de la région. Et on s'est dit que ce serait sympa d'avoir un petit rappel de la région, d'où notre nom d'association Yacht qui peut, qui fait référence à la Yacht, la Haute-Savoie. Effectivement, c'est là où on peut vous retrouver sur votre page Facebook, Yacht qui peut. C'est ça, et Instagram. Et Instagram. Vous avez encore des événements prévus avant votre départ? Oui, bientôt ce week-end. Tout à fait. En fait, on organise un tournoi de pétanque. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ça se déroulera à Bassin, à côté de Chambéry. Et de Molki, je crois, non? Et de Molki pour les enfants. Important. Oui, on passe aux enfants. Comme ça, tout le monde peut venir avec son petit frère, sa petite sœur, ses enfants, les cousins. On invite tout le monde. Et donc, du coup, c'est de 9h à 19h à Bassin, au tennis. Quoi d'autre? On a une buvette. Donc, c'est ce samedi. C'est ce samedi. Non, c'est dimanche. Dimanche 7 juillet, c'est ça. C'est ça. Et on retrouve évidemment toutes les informations sur votre page Facebook. C'est ça. Instagram aussi. Et Instagram. Oui, parce que vous pourrez nous suivre pendant tout le raid. On mettra toutes nos stories et nos petites photos sur Instagram. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter peut-être pour finir pour ce voyage? Je crois de la chance parce qu'on n'espère pas tomber en panne. Parce qu'on va quand même faire chauffer la voiture, on va passer des gros cols et elle va tenir de toute façon. On espère ça, on va croiser les doigts. Les lycéens ont bien préparé la voiture, on croit en eux, donc on est content. Vous partez combien de temps? Alors 23 jours. Voilà. 23 jours. On rentre le 17 août. Et vous dormez au fur et à mesure sur les lieux que vous trouvez? C'est des bivouacs en fait, la plupart du temps. Donc on a en plus des 70 kilos dans la voiture, on a toutes nos affaires, dont les tentes, dont les duvets. Donc ça va vite prendre de la place dans le Peugeot 205. Eh ben, on suivra tout ça. En tout cas, merci beaucoup Emma et Alexis de nous avoir présenté votre voyage et bonne chance sur les routes. Merci à vous. À bientôt. Je vous invite à rejoindre la régie. Le temps pour moi d'accueillir Seb pour le rappel des titres et on parle d'abord des hôpitaux du Léman. Oui, 30 millions d'euros cofinancés par l'Agence régionale de santé et par le groupement hospitalité du territoire Léman-Mont-Blanc pour réhabiliter, pour restructurer les hôpitaux du Léman, du côté de Thonon-les-Bains. Et puis une belle exposition. Exposition du mois de juin à janvier 2020, exposition au musée Fort d'Aix-les-Bains consacrée à un artiste haïtien, Jasmin Joseph. On en parle tout de suite dans le journal sur 8 Mont-Blanc, c'est juste après la pub, à tout de suite.